Bonjour, donc je suis le docteur Laurie Attinger, je suis pédopsychiatre à Rennes. Je travaille au sein de l'unité diagnostic enfant dans le cadre des troubles du spectre de l'autisme à Rennes. Ça dépend du centre source autisme de Bretagne. Appendu à cette unité diagnostic, on a aussi un DATSA, un dispositif d'annonce du diagnostic des troubles du spectre de l'autisme. Et je travaille en parallèle dans un CMP petite enfance, 0-4 ans, où les enfants viennent pour des motifs très très variés, parfois pour des particularités de développement qui sont repérées par les parents, parfois pour d'autres motifs qui n'ont pas de rapport en premier chef, mais pour autant on a pas mal d'enfants qui arrivent par ce biais-là. Donc ça va être la différence d'arrivée des enfants et des parents dans les deux unités aussi, c'est que dans les CMP, les parents ne viennent pas forcément pour la question des troubles du développement, mais on va peut-être y arriver. Et dans notre unité diagnostique, ils ont déjà l'idée que peut-être on est dans ce cadre-là. Le processus a commencé, mais on n'est pas toujours au même point. Donc j'ai fait un schéma pour qu'on s'en rende compte, il n'est pas très joli par rapport au beau PowerPoint qu'on a vu ce matin. Alors nous, notre dispositif CRA Bretagne est en plusieurs parties. Donc il y a une unité d'appui et de coordination qui est en rose au milieu, qui est dans le 29, régional. Et puis dans chaque département est décliné le diagnostic enfant et le diagnostic adulte. Chez les enfants, auparavant, depuis un bon moment, il y a une unité diagnostique dans chaque département. Pour les adultes, jusqu'à il y a très peu de temps, il y avait une unité diagnostique régionale pour les adultes. Depuis 1 an et quelques maintenant, ça a été décliné dans la Bretagne, qui au lieu d'être coupée dans les 4 départements, est coupée en 3. Donc il y a une unité diagnostique à Brest, qui va faire aussi un petit bout du 22. Il y a une unité diagnostique à Rennes, qui va faire aussi un petit bout du 22. Et il y a une unité diagnostique à Pontivy dans le 56, qui va aussi faire un petit bout du 22. Donc maintenant, l'ensemble du réseau diagnostique adulte est aussi précisé. Vous retrouverez aussi les schémas sur le site du CRA Bretagne. La particularité aussi, c'est que donc on a l'UAC qui est basé rose à Brest, qui est régionale, mais il y a aussi une déclinaison départementale, c'est-à-dire que les missions de psychologues de l'accompagnement, de l'appui et de la coordination, il y en a un sur chacun des territoires départementaux. Et donc ils assurent aussi le lien avec les unités diagnostiques qui sont plus cliniques pour le coup et qui sont moins, on l'a vu sur l'UAC, ça va être direction, médecin de coordination, documentaliste, assistante de direction, assistante sociale. Pour bien préciser ce que c'est que le DATSA, donc c'est un dispositif d'annonce diagnostique du TSA pour les enfants, qui est départemental, sur le 35. C'est une unité qui dépend d'un pôle de pédopsychiatrie, qui n'est pas un pôle universitaire. Elle est donc adossée à l'UEDE. On la voit en bord, en rouge. Voilà, il faut que j'apprenne à faire des belles animations. Et elle porte l'activité d'éducation thérapeutique pour le patient. On a eu, la petite précision, c'est qu'on a eu une autorisation à l'ARS pendant de nombreuses années. Et puis il y a eu un moment, à la faveur d'un changement du cadre, il y a eu une nouvelle autorisation qui a été déposée parce qu'il faut faire une évaluation annuelle tous les 4 ans, il faut redéposer un projet, et il y a un truc qui s'est passé au niveau administratif. Ça n'a pas abouti, et donc actuellement on est en train de refaire la déclaration. On continue à travailler selon les modalités de l'ETP, mais on ne peut pas se nommer ETP. On a quand même souhaité garder ce cadre d'accompagnement, on appelle ça la formation parent, on appelle ça le groupe ado, mais pour autant on essaye de garder cette ligne d'accompagnement. Je vais présenter ce que c'est l'ETP pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément. Donc au sein de notre unité du DATSA, on porte un groupe par an chaque année, qui est un groupe de parents petits. On va en parler sur le territoire, en fait il y a d'autres actions qui vont être pour les parents d'enfants plus grands, pour les parents d'adultes, pour les accompagnants ou entourage d'adultes. Donc c'est qu'on va se répartir l'accompagnement en groupe, en formation. Et il y a un groupe ado. Il y a eu aussi certaines années, si possible, il y a un groupe de parents d'enfants qui ne sont pas des tout petits. Mais c'est un peu en fonction des possibilités de notre unité. Hop, on a dit le ça. Donc l'UDE 35, donc c'est notre unité d'évaluation diagnostique, moins de 16 ans pour les TSA, qui est départementale et qui dépend donc du dispositif du CRA Bretagne. De la même façon, ça dépend du pôle de pédopsychiatrie dans notre hôpital, à Rennes.
Il y a des actions qui sont plus régionales. Le CRA va porter le projet d'aide aux proches aidants une fois par an. Il va y aussi avoir des groupes fratries. Et à cette occasion, il y a la participation des psychologues de l'UAC, de l'assistante sociale de l'UAC, donc plutôt la région. Mais il y a aussi les personnes qui travaillent sur les territoires, qui connaissent les réseaux sur leur territoire. Donc les UEDE, DATSA participent aussi. Il y a un groupe fratrie aussi. Et le groupe fratrie, en parallèle, les parents sont reçus en groupe de ce groupe fratrie. Je vais le développer aussi après. Bon, c'est pas exhaustif, il y a plein d'autres initiatives, il y a des choses plus ponctuelles sur les droits, les démarches, tout ça, mais je n'étais pas là pour parler de ça. Pour ce qui concerne l'ETP, sur le DATSA de Rennes, on est 6 professionnels à être formés. Il y a les psychologues, ergo, médecins. Moi, je suis aussi formée à la coordination de l'ETP. Une de nos collègues psychologues est formée. Ça fait peu de temps qu'on est formé. Maintenant, ça fait partie du nouveau cahier des charges. Il y a une déclaration. Il y a des coordinateurs. Voilà. Sur ces sessions d'ETP participent aussi de façon ponctuelle d'autres personnes de notre pôle. Sur notre pôle, on a la chance d'avoir aussi un CESA d'autisme 0-20 ans. On a des unités d'enseignement en maternelle qui dépendent du CESAD. On a aussi des CMP avec des professionnels qui sont très impliqués. Donc en fait, on profite aussi de cette richesse de professionnels qui sont auprès des parents et des enfants au quotidien. On a aussi, donc il faut un fil rouge dans l'ETP, il faut des professionnels qui accompagnent tout du long, des personnes formées à l'ETP, mais on peut aussi avoir des personnes qui viennent particulièrement sur des thématiques qu'ils maîtriseront mieux que nous. On va en parler, hein, on partage tout à fait la connaissance qui se partage, et c'est pas descendant, donc ça on va le préciser, mais en tout cas, pour répondre aux questions, pour apporter un éclairage, ça va être important d'avoir quelqu'un qui est bien formé. Donc pour les troubles de l'oralité alimentaire, l'orthophoniste, on lui demande d'être là. Sur tout ce qui est sensorialité, notre ergothérapeute va être là. Et puis on va aussi avoir les éducateurs, les infirmiers qui seront aussi sur tout ce qui est outils de structuration, le quotidien, le réseau. Voilà. Concernant les groupes fratries, moi je vais vous présenter plusieurs groupes dans lesquels je ne suis pas. J'avais des connaissances sur ces groupes, mais j'ai bien été chercher à la source toutes les informations. Et je pourrais vous donner, si vous avez des questions, je pourrais vous donner les références des personnes que vous pourrez contacter. Donc il y a un groupe fratrie qui s'est décliné par département pour les enfants et les adolescents. Donc c'était une collaboration entre la région et le département. Il y avait 2 tranches d'âge, il y avait les 7-11 et les 12-16. Ça s'est décliné en 4 séances sur des vacances, et puis avec une à distance pour un retour d'expérience. Les professionnels qui étaient là sur le groupe, c'était un psychologue et une infirmière. Les thématiques, elles ont été variées. Les thématiques et les supports étaient adaptés aux tranches d'âge. Donc ce n'est pas les mêmes supports qui ont été faits pour les petits, qui ont été faits pour les adolescents. Donc l'idée, c'était d'avoir un certain nombre de connaissances, un socle de connaissances communes, et de favoriser aussi l'expression des expériences, du ressenti, parce que ces frères et sœurs, c'est aussi des enseignants pour nous, comme on le disait, et qui connaissent très très bien les particularités de leurs frères et sœurs, qui trouvent leur soutien, leur routine, qui les aident, qui se font enquiquiner aussi, et qui trouvent leurs ressources et qui se les transmettent tout autant de façon horizontale. Donc c'est beaucoup soutenu. Donc les thématiques vont être variées, l'autisme dans les vraies particularités qu'ils repèrent, les autres choses qu'on va leur expliquer en fonction de leur âge. Avoir un frère ou une sœur qui nommeront différents, chacun aura sa terminologie. Comment améliorer la communication, les interactions avec son frère, sa sœur. Et puis il y a toute une partie aussi affirmation de soi. Comment est-ce que, voilà, si on se fait piquer ses jouets tout le temps, on a aussi le droit de dire non, je me fais pas piquer mes jouets. Comment aussi, ça va créer la petite personne, la grande personne qui, dans notre monde, va devoir aussi accepter d'avoir ses envies, ses choix, et pas forcément être soumise au choix de l'autre parfois. En parallèle, donc, les parents sont reçus en groupe. Ce sont des séances qui sont structurées avec des supports qui sont en partie communes aux supports qui vont être diffusés auprès des enfants, pour qu'après, il y ait une discussion commune qui puisse s'engager à la maison. Là, ce sont 2 psychologues qui animent le groupe et un parent d'association en fil rouge. Les thèmes, ils étaient axés sur la parentalité, mais aussi le prendre soin de soi. Donc ça va être des questions sur... va y avoir c'est structuré parce qu'il y a un certain nombre de points. L'idée, c'est de faire émerger
les ressentis, les expériences des parents, mais c'est aussi pouvoir apporter quelques clés, pouvoir réfléchir avec eux. Donc ça va être sur l'éducation différenciée, avoir un enfant avec des particularités de fonctionnement, le regard des autres, mais c'est aussi parler de l'autisme de mon enfant à mon entourage proche, moins proche, quel degré émotionnel j'investis si je dois répondre à une caissière au supermarché, quel degré émotionnel j'investis si je dois répondre à ma sœur, mon père, mon frère qui garde mon enfant aussi sur certains week-ends. Qu'est-ce que je veux faire passer? Convaincre, expliquer, rabattre un caquet. Donc l'idée, c'est aussi toutes ces discussions-là qui sont engagées et qui sont soutenues par un certain nombre de supports. Il y a toute la question du répit parental. Il y a aussi la question de la fratrie, parce que ça va aussi permettre de discuter après ces séances-là avec les frères et sœurs qui ont participé à l'initiative. L'idée, c'est aussi, même si ce n'est pas un ETP, on est quand même dans l'idée de l'acquisition, d'adaptation, d'auto-soin, on est quand même dans ces grands enjeux-là aussi. Alors, pour expliquer ce que c'est que l'éducation thérapeutique pour le patient, les finalités spécifiques de l'ETP, ça va être, ça c'est dans le guide méthodologique qui est publié en 2007, c'est l'acquisition et le maintien des compétences d'auto-soin en tenant compte des besoins spécifiques de chacun. L'ETP, elle a été créée initialement pour la maladie chronique. Depuis, elle a été étendue aux particularités de développement. Avant, ça concernait la personne, maintenant ça concerne aussi l'entourage. C'est pour ça que quand on parle d'auto-soin, l'idée là, dans les troubles du neurodéveloppement, ça va être davantage la compréhension des particularités, comment y faire face, y répondre, accompagner mon enfant, la gestion des comportements des filles. L'autre objectif, ça va être la mobilisation ou l'acquisition de compétences d'adaptation psychosociale. Ça va être peut-être plutôt les discussions autour de la stigmatisation, autour de l'échange et la communication avec mon entourage, proche ou moins proche. Quand on met en œuvre un ATP, il va y avoir quand même un cadre qui est très carré. On élabore un diagnostic éducatif, je vais expliquer ce que c'est. On définit un programme qui est personnalisé avec des priorités dans les acquisitions, même si c'est défini et que ça se décline en groupe, pour autant il y a des objectifs individuels. Il va y avoir la planification et la mise en œuvre de l'ETP, de la même façon, c'est structuré. Et il y a la réalisation d'une évaluation de la personne, mais aussi de l'ETP, globalement le déroulement du programme. Ce qu'on appelle le diagnostic éducatif ou bilan éducatif partagé, en fait, ça va être bien connaître la personne, voir quelles sont les demandes de la personne, et l'idée, c'est de co-construire le programme d'éducation thérapeutique avec cette personne concernant ses envies et ses besoins à elle. Donc, on doit connaître la personne, identifier ses besoins, ses attentes, tout ce qui est réceptivité aussi à la proposition d'ETP. Ça va être aussi appréhender les différents aspects de sa vie, de sa personnalité, évaluer ses ressources, évaluer si elle repère ses ressources, prendre en compte aussi ses demandes, son projet. Et il va y avoir aussi la nécessité d'appréhender la manière de réagir de la personne, ses ressources personnelles, sociales, environnementales, parce que c'est autour de ça qu'on va être beaucoup amené à discuter en groupe. Voilà. Ouh là là, je vois les vaches. Et l'idée, c'est qu'on va décliner et déterminer des objectifs personnalisés. Là, je laisserai la diapo si ça sera accessible. En tout cas, l'idée, c'est que ce soit scientifiquement fondé, que ça doit proposer à un moment proche du diagnostic, et ça se co-construise. Donc, il y a deux groupes. Le groupe ado, on va dire, voilà, conforme aux modalités définies dans l'ETP, même si on en fait déclaration. L'idée, c'est l'apprentissage pratique de nouveau l'auto-soin et les compétences d'adaptation. On reprend les étapes. Donc ça, c'est annuel, ça concerne 4 à 6 adolescents. L'idée, c'est de créer une certaine homogénéité de groupe, dans le diagnostic, dans la tranche d'âge, dans le niveau d'expression verbale, dans les capacités d'élaboration. La proposition de ce groupe est proposée aux adolescents à l'issue de la restitution au sein de notre unité, parce que dans l'unité, il y a une restitution aux parents, avec les professionnels éventuellement, et puis il y a une restitution individuelle aux jeunes, avec ou sans le parent, mais en tout cas qui lui est dédiée. C'est 6 séances d'1h30, avec une séance de reprise à distance. Et c'est 2 professionnels, psycho et ergo-psycho-médecins, qui sont sur l'élimination. Les thématiques, c'est se présenter, expliquer ses particularités. Et il y a une autre journée, c'est comprendre comment je fonctionne, apprendre à apprendre. Autour des habiletés sociales, les émotions, la gestion des situations de stress, la relation amoureuse et la confiance en soi, estime de soi. C'est
vraiment une séance dédiée, mais c'est un peu tout au long du groupe. Et du coup, les supports sont adaptés. Il y a des vidéos, des jeux de société, des jeux de rôle, des cartes mentales, scénarios sociaux. Concernant le groupe parents, donc ça concerne les enfants qui sont petits, c'est de juste, on va dire 3 ans moins quart, jusqu'à des enfants de 5 ans et demi, 6 ans pour ce groupe-là, qui roule pas mal. On refait le bilan éducatif partagé, dont on s'est appuyé sur l'ouvrage de Madame Baglabi, sur l'éducation thérapeutique de parents, d'enfants et des TSA. C'est annuel, ça concerne 5 à 8 familles. C'est 1 à 2 parents, avec la difficulté que les 2 parents ont du mal à se libérer parce qu'il faut avoir un mode de garde pour les petits. C'est souvent des mamans. On a aussi des papas. Parfois, la difficulté qu'on a, c'est que parfois ils nous demandent s'ils peuvent venir à tour de rôle et du coup, ça ne marche pas dans une modalité groupe. Donc c'est une personne qui s'investit ou 2 personnes qui s'investissent, mais on demande la continuité. De la même façon, un groupe homogène concernant les enfants. Le diagnostic, il doit être récent et formalisé, c'est-à-dire il faut qu'il soit annoncé, que ce soit un prérequis au bilan éducatif partagé, c'est une des premières choses, c'est qu'est-ce que vous avez compris, quel est le diagnostic de votre enfant. Il faut que les parents partent au moins de cette base solide. On n'est pas là pour discuter du diagnostic de leur enfant, c'est un autre lieu, un autre moment. Là, on part de ce principe-là, voilà, de ce diagnostic, et on va accompagner et avancer ensemble. Ce diagnostic, il est soit fait dans notre structure, soit dans les CAMS, CMP. Et de la même façon, c'est des groupes homogènes, au niveau d'expression verbale, cognitif, autonomie. On a des enfants qui sont en décalage, des enfants qui le sont moins, ça dépend des groupes. C'est 6 séances de 2 heures, tous les 15 jours, un binôme, et on reprend les thématiques habituelles. Voilà, souvent, TSA généralité, parce que tous les parents demandent un peu les mêmes thématiques. Il me reste 2 diapos. Alors, TSA généralité, le fonctionnement cognitif et sensoriel, la communication, les habiletés sociales, les comportements des filles, la compréhension, la gestion et l'analyse aussi. Mais aussi les prises en charge, les modes de scolarisation, les droits, les démarches, et puis une optionnelle, trouble de l'oralité, facilité d'accès aux soins, sachant que de façon systématique, les parents, en fait, on a beau faire la demande, ils ont quand même des besoins qui se ressemblent beaucoup, et l'oralité, ils nous demandent à chaque fois, donc l'optionnel, on l'a fait à tous les coups, et finalement, l'accès aux soins, on essaye de le décliner tout du long, parce que c'est pas forcément une demande qu'ils ont initialement, mais ça émerge sur la compréhension de la douleur, la communication, tout ça. Et il y a des thématiques centrées sur la parentalité. Celles que j'ai déclinées tout à l'heure dans le groupe Fratrie, c'est les mêmes qu'on reprend. Avec des supports pédagogiques, les objectifs globaux dont on a parlé, l'intérêt du groupe pour les parents. L'idée, c'est pourquoi en groupe ? Moi, c'est un dynamisme des échanges. C'est une réflexion personnelle qui va aussi sur une réflexion collective sur le même objectif, avec une généralisation et puis une certaine universalité des mêmes problématiques par moment et des problématiques plus individualisées. L'idée, c'est de bénéficier de l'expérience de l'autre avec un enrichissement mutuel. On parle entre parents, mais on parle aussi entre les soignants et les parents parce qu'on s'enrichit très fort mutuellement. Vers une généralisation des compétences acquises, on part parfois d'une situation et puis on va pouvoir penser à d'autres situations qui ressemblent. Un vécu partagé, c'est libérer la parole avec des vraies questions de la vraie vie. Les professionnels peuvent être concernés ou non par le handicap, mais ce n'est pas la question. En tout cas, ils peuvent avoir l'impression qu'on transmet du savoir et qu'on ne vit pas les choses, les parents. C'est créer du lien, sortir de l'isolement. On parle très souvent de la contre-boom sur le parking. Nous, on part, on remballe, on range les places, le café et machin, puis il y a encore du monde sur le parking pendant un temps infernal. On leur dit bonne soirée, on s'en va. Rechercher du soutien, de l'entraide. C'est aussi la revalorisation des compétences parentales parce que chaque parent va être force de soutien et de proposition pour les autres parents et ça, on le soutient beaucoup. Et les parents, ils s'en nourrissent pendant la session. C'est aussi la circulation de connaissances, que ce soit horizontale, dans un sens, dans l'autre. L'idée, c'est pas de la connaissance qu'on transmet et les PowerPoint, voilà. Il y a beaucoup aussi l'intérêt aussi de la modération par les pairs. C'est parfois plus facile d'échanger entre parents, de se modérer sur parfois des moments émotionnels forts. Les parents aussi trouvent leur équilibre. L'idée, c'est que nous, professionnels, on est là pour mettre en place et assurer tout au long du groupe les conditions qui permettent l'écoute, la bienveillance. Il y a vraiment l'animation en binôme, elle est intéressante. Il y a souvent quelqu'un qui est sur le moment sur les supports et les échanges. Et il y a une autre personne qui va être plus en observation, les réactions émotionnelles, l'accompagnement. Peut-être un parent qui a besoin de sortir un peu parce qu'il y a des sujets qui sont trop difficiles. Et voilà. Donc l'idée, c'est de travailler ensemble pour avancer. Eh ben bravo. On va faire une question à la fin de 4.